Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire, c'est l'économiste Anne Créty qui sera l'invitée du grand entretien tout à l'heure, 26 minutes, pour parler énergie, Europe, bilan extra-financier, marché carbone. On verra notamment si l'Union européenne peut rester un continent pionnier malgré la refonte du pacte vert. Auparavant, je reçois Patrice Lucas, qui est le fondateur de Mycelium. C'est un fonds d'investissement qui choisit des projets accélérant la transition écologique, agricole et énergétique. Dans notre débat, on fera le bilan du leasing social pour l'achat de véhicules électriques. On se posera la question de l'efficacité de ce dispositif qui a été mis en place par le gouvernement pour la première fois il y a près de 2 ans. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Kista et ses pièges à moustiques sans produits chimiques. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Patrice Lucas. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Mycelium, que vous avez créé l'an dernier. En quelques mots, pour commencer, puis après on va rentrer dans le détail. Vous pouvez nous présenter Mycelium ? Mycelium, c'est la suite logique d'un autre engagement qui s'appelait Akuo. Je suis un des fondateurs du groupe Akuo qui travaille sur les énergies renouvelables. À l'époque, mon sujet, c'est le réchauffement climatique. 20 ans d'une aventure humaine absolument fabuleuse. Et puis la compréhension aussi qu'on a changé d'époque. Les énergies renouvelables sont devenues une vraie industrie. C'est plus le temps des rêveurs qu'on a connu quand on a commencé il y a 20 ans. Et qu'il était sans doute temps de passer la main, parce qu'on commençait à travailler sur des projets très importants qui sont plus l'apanage de groupes industriels et plus de la société que nous étions, même si on était quand même 500 personnes dans une vingtaine de pays. Et Mycelium, c'est la suite. C'est se dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Une fois qu'on a cédé le groupe Akuo. Et la logique du réchauffement climatique, qui était mon engagement il y a 20 ans, est devenue maintenant comment on fait pour essayer d'endiguer l'accélération. C'est plus le réchauffement, c'est l'accélération. Les 3 dernières années sont les plus chaudes de la planète depuis 150 ans. Et l'autre aspect qui est relié au travail qu'on a fait depuis 20 ans, c'est l'effondrement de la biodiversité. Et se dire comment est-ce qu'on fait pour ralentir cet effondrement du vivant. Donc c'est quoi ? C'est un fonds d'investissement ? C'est une société d'investissement à impact où on travaille basé sur les 20 ans d'expérience qu'on a eu. On travaille sur un certain nombre de sujets, sur l'écologie, sur l'agriculture, sur l'énergie, les sujets entrepreneuriaux, philanthropiques un peu aussi, parce qu'il y a des projets sociétaux qui ont besoin de temps et des communautés en fragilité où le rendement financier n'est pas le sujet. Il ne peut pas y avoir de retour sur investissement. En tout cas, beaucoup très ça ne peut pas être l'objet. Ouais. Et puis tout ce qui est transmission des savoirs, transmission de la connaissance, transmission des savoirs pour permettre à des gens qui veulent changer de métier, qui veulent se réorienter sur le métier de la transition, ou aux sociétés, aux générations qui arrivent de se former sur ces thèmes-là. On va un peu rentrer dans le détail des différents leviers, peut-être des projets sur lesquels vous allez travailler. Mais à vous entendre là, avec cette expérience, ces 20 ans d'expérience, on est passé d'une ère où on se disait on va pouvoir empêcher le réchauffement à une ère où on se dit il faut qu'on s'adapte. C'est un peu ça d'une certaine façon. On parle d'adaptation aujourd'hui. On est plus sur essayer d'endiguer les conséquences et de s'adapter. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, les projets sur lesquels vous allez travailler sont des projets d'adaptation, prioritairement, en fait ? Pour nous, Mycelium, il y a 3 dimensions. Il y a l'écologie, l'agriculture et l'énergie. Les 3 sont quand même essentiellement liés. Et aujourd'hui, le premier gros investissement, c'est Agriterra. Dont on est un des membres fondateurs avec Steve Arcelin, où on est sur l'accélération de la transition agricole avec 4 thèmes, mais on essaie de répondre à 2 solutions. C'est les sols vivants. Il y a une dégradation des sols et de la baisse de fertilité partout en Europe. 60% des sols sont dégradés. Et puis le sujet de la transmission intergénérationnelle entre des gens, 400 000 agriculteurs français, dont la moitié partent à la retraite dans les 10 ans. Pas de repreneurs, et des jeunes repreneurs qui veulent s'installer, mais qui ne sont pas financés. Donc, Agriterra apporte des solutions et accompagne ces jeunes agriculteurs. Effectivement, le chiffre que vous venez de donner, 2025, plus de 50% des agriculteurs ont au moins 55 ans, et donc, c'est ce que vous disiez, au moins un agriculteur sur 2 pourrait partir à la retraite d'ici 10 ans maximum. C'est la mutualité sociale agricole qui donne ces chiffres. C'est un défi assez vertigineux quand on y réfléchit. Est-ce qu'il y a des vocations ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a, finalement, parce qu'il y a eu tout un mouvement d'urbains qui disaient, oui, moi j'ai envie de quitter la ville, de changer de métier, de devenir agriculteur, et puis quand ils sont confrontés à la réalité,
parfois les bonnes volontés s'estompent. Quel rôle vous pouvez jouer Alors, là-dedans? nous, on voit des vocations, Oui, on voit des jeunes qui veulent s'installer, oui. mais ils sont assez peu accompagnés. Donc, le métier d'agriculteur est un milieu où on est seul. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est de se connecter à une communauté de personnes qui ont déjà fait le mouvement. On est vraiment sur nous, l'agroécologie, le méthode, la monoculture intensive. Pour nous, on est à la fin du système. Il faut chercher un autre modèle et l'agroécologie en est un. Et c'est là-dessus qu'on les accompagne. Et donc, ça veut dire que si vous les accompagnez, c'est qu'eux-mêmes font cette démarche. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont prêts. Le sujet, c'est le risque. Ouais. C'est comment on ôte la charge mentale et comment on réduit le risque. Et là, c'est toujours pareil. On aborde ça, d'abord une sécurité de moyens. On travaille sur la foncière, etc. On travaille sur une garantie de revenus pour ces jeunes agriculteurs qui sont exploitants, qui vont bénéficier effectivement de leur culture, mais qui, à minima, se disent « je sais que je vais pouvoir me payer à la fin du mois ». Et ça, c'est important. Bien sûr. Avec une question qui est la question des consommateurs. Une forme de volatilité quand même des consommateurs face à ces enjeux. C'est-à-dire qu'on a vu les difficultés rencontrées par le marché du bio notamment. Et c'est compliqué pour un agriculteur qui investit sur le long terme. Quand il fait la transition vers le bio, c'est pas pour revenir en arrière 6 mois plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une forme de volatilité. Nous, on fait partie de ceux qui pensent que le bio ne devrait pas être plus cher que le reste. Ouais. On devrait être tous au même prix. Et toute la vertu d'un modèle agroécologique, c'est de travailler sur la résilience de l'exploitation. Donc, on n'achète plus de produits chimiques, on n'achète plus d'engrais chimiques, on n'achète plus de pesticides. On n'est plus obligé de s'endetter en début de saison, en début de récolte. Et si la récolte se passe un peu moins bien que prévu, on n'est pas obligé de rembourser la dette quand même. Donc, on réduit la charge mentale. Nous, on les accompagne financièrement aussi. On est associés et on est connecté à un réseau d'autres agriculteurs qui ont déjà fait ce parcours-là pendant 20 ans, qui ont fait des erreurs pendant 20 ans, mais qui aujourd'hui sont capables de dire le modèle, il existe, j'ai fait le parcours, et de conseiller pour faire le parcours dans le bon ordre et plus rapidement dans un environnement moral beaucoup plus sécure et beaucoup plus serein. Alors là, on a passé du temps et c'était important sur la question de l'agriculture. Il y a aussi le levier de la transition énergétique. Est-ce que vous êtes aussi avancé? Est-ce qu'il y a déjà des projets sur lesquels vous travaillez? La transition énergétique, ça fait 20 ans qu'on a été impliqué. Aujourd'hui, Mycelium, c'est plus le constat de dire que l'industrie... il y a maintenant une vraie industrie avec des acteurs qui sont ici pour faire des très gros projets. Et il n'y a pas de place pour des acteurs comme ce qu'on est en train de faire nous. Par contre, sur le sujet des comportements, le sujet de la maîtrise de sa consommation, donc les consommateurs privés, les B2B, mais les artisans, les petits industriels, c'est ces gens-là qu'on doit accompagner aujourd'hui pour faire changer les comportements en leur apportant des briques technologiques qui n'existent pas. Donc, on travaille. Je pense que assez bientôt, je serai ravi de revenir vous en parler. On aura des choses à dire là, mais aujourd'hui, le marché, c'est pour moi la consommation collective, le fait que on produise sur sa toiture, qu'on vende de l'électricité à ses voisins, qu'il y a des communautés, des coopérations qui se créent. On en a reçu quelques-unes et effectivement, c'est là que ça se passe aujourd'hui pour moi. Donc c'est sur ces modèles-là que vous allez investir dans les prochains mois. Vous avez parlé de philanthropie. Moi, je veux bien que vous nous citiez des exemples. Ça me rappelle, par exemple, ce que fait le Crédit Mutuel sur certains projets où ils disent on finance des projets sans attendre un retour sur investissement rapide. Est-ce que vous considérez que c'est différent ou est-ce que c'est un peu la même mécanique? Je pense que c'est la même chose. Il y a des communautés en situation de fragilité. Il y a des projets à impact sociétaux sur lesquels on n'est pas là pour chercher un rendement financier, même moyen terme. On est d'abord sur quelque part un rendement sociétal, en tous les cas un impact sociétal. La philanthropie, pour nous, c'est important. On a créé chez ACO, la Fondation ACO, pour les énergies renouvelables. Mycelium, on a créé il y a plus de 10 ans une fondation sur l'art contemporain. C'est une possibilité d'accompagner un certain nombre d'acteurs sans en attendre un rendement économique immédiat. C'est pas la majorité de l'investissement de Mycelium, mais c'est aussi une capacité d'aller travailler sur la préservation de sites environnementalement sensibles qu'on veut sanctuariser. Et il n'y a pas de business model autour de ça immédiat. Donc ça, c'est aussi important de le faire. Est-ce que vous avez parfois le sentiment de prendre le relais de ce que l'État ne fait pas? Non. Non. Je ne suis pas sûr que ce soit à l'État de le faire. Je pense, et nous, on voit autour, depuis 20 ans, on voit
beaucoup de personnes qui s'engagent au niveau territorial, au niveau local, avec des projets, et on voit des connexions, on voit des synergies, on voit des écosystèmes qui se mettent en place. Pour moi, il ne faut pas attendre. C'est pas le rôle de l'État. Voilà. C'est le rôle des citoyens, de l'intelligence collective, et c'est vraiment ce qu'on cherche à mettre en. Le rôle de l'État, parce qu'on est en train de vivre plutôt une période de frein sur les engagements environnementaux. Si je prends l'Europe, on va prendre le Green Deal. On dira peut-être pas frein, mais flou. On va dire flou. Flou, ouais, si vous voulez, si on peut être sympa. Mais la transformation du pacte vert, c'est quand même, moi je dis, c'est un coup de frein. Donc là, il y a une impulsion qui faiblit d'un côté. Est-ce que c'est au privé et à la finance de prendre le relais? Vous savez, on travaille beaucoup aux États-Unis, et il y a 10 ans, lorsque M. Trump a été élu, les entreprises nous disaient, mais nous, on n'attend pas une politique, on est engagé, on va au bout de toute façon. Et je pense que c'est la seule vraie solution. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont compétitives. Avec tous ces sujets de consommation collective, de stockage de batteries électriques, qui sont des technologies qui n'existaient pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, tout change. Et aujourd'hui, les citoyens peuvent construire leurs projets et prendre les choses en main. Est-ce que ça veut dire qu'un fonds, une société d'investissement comme la vôtre, elle prend forcément des risques sur des technologies nouvelles, sur des innovations qui peuvent être des innovations sociétales, aussi sociales? Alors, on le fait. Aujourd'hui, on investit beaucoup sur des projets avec des technos avérés, et notamment des technologies fondées sur la nature, donc l'observation. On ne fait rien d'autre que de recopier ce que les Mayas, les Incas faisaient, qu'on met au bout du jour et on met un nouveau mot, mais c'est exactement la même chose. Donc, on n'a pas vocation à investir dans l'IA. C'est d'autres acteurs le font très bien et c'est pas nous. Nous, ce qu'on souhaite, c'est aider à apporter des solutions sur régénérer les sols, sur la transmission intergénérationnelle et avoir cet impact global autour de ces 3 transitions. Merci beaucoup, Patrice Lucas. Bon vent à Mycelium. À bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite au débat de notre émission. On ne va pas faire le bilan du leasing social, mobilité électrique. Prêt pour l'impact? Vous le savez, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre société. Aujourd'hui, je reçois l'économiste Anne Créty. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine, directrice scientifique de la chaire économie du gaz naturel et de la chaire économie du climat. De quoi on parle quand on vient à vos cours? La chaire économie du gaz naturel et économie du climat. Tiens, c'est quoi l'économie du climat? Oui, en effet, on n'associe pas toujours le mot climat au mot économie. Donc nous, en tant qu'économistes, certes, on travaille aussi avec des collègues dans une perspective un peu multidisciplinaire avec les climatologues. Mais notre spécialité, c'est vraiment de comprendre comment on peut réguler les émissions de CO2 ou CO2 équivalent, donc toutes les émissions de gaz à effet de serre avec des instruments économiques. Donc c'est un double problème. D'une part, quelles sont les politiques qui peuvent être choisies par les décideurs publics, mais là, il y a aussi la partie la plus intéressante qui consiste à comprendre et à accélérer aussi l'impact, donc les conséquences en termes de société civile, qu'il s'agisse de citoyens ou d'entreprises. Est-ce que d'une certaine façon, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais vous réconciliez les mots durabilité, efficacité, rentabilité? Et équité. Jamais J'en avais autre. oublié. Oui, disons que c'est un peu un entonnoir. C'est vrai que les grands principes sont celles de la durabilité, de préserver notre planète pour les générations futures. Mais après, ça, c'est un grand principe. Donc, il faut se donner les moyens de l'action. Et aujourd'hui, on a quand même une palette de possibilités pour le faire, qu'il s'agisse d'ailleurs d'initiatives volontaires ou qu'il s'agisse de réglementations qui peuvent être soit sur les prix, donc notamment les prix carbone, ou sur des normes. Donc nous, on essaye de comprendre, étant donné que l'objectif est unique, mais que les secteurs sont différents, que les réactions peuvent être différentes, à chaque fois, quel est le meilleur instrument pour intervenir. Je vous pose cette question parce que, alors on va parler évidemment de la réglementation, finalement du levier public, mais quand on s'intéresse au levier privé, si on veut qu'il soit efficace pour une transition, il faut aussi qu'il soit rentable, on est bien d'accord là-dessus. Oui, je pense qu'on a peut-être un peu mis un
en concurrence ces concepts, c'est-à-dire que dans les débats qui sont très souvent polarisés, on développe un peu cette idée que la réglementation environnementale et climatique est un frein à la compétitivité. Si je prends un exemple très simple et très parlant, parce qu'on est tous passés par la crise de l'énergie, ça nous fait penser que pour la première fois, on a réfléchi à notre consommation d'énergie et face à des prix élevés, quand même, on a réduit la consommation. Donc, on a obtenu des gains d'efficacité énergétique. Et ceci est allé plutôt à l'encontre de notre pouvoir d'achat, si on regarde ça pour les consommateurs, les ménages, mais ça a aussi rationalisé les procédés industriels. Donc, ça a permis en fait, d'avoir moins de dépenses sur l'énergie, au point même de dépasser l'impact de la hausse des prix de l'énergie, et ceci reste un levier de compétitivité. Donc, toute la question, c'est de mettre en musique un peu la réglementation environnementale et climatique avec les business models. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'un business model qui n'échange pas, on peut avoir un frein à la compétitivité, mais l'objectif d'une réglementation environnementale, ce n'est pas juste de changer un petit levier, c'est de repenser en fait les business models de façon à concilier l'environnement, le climat et la compétitivité. On en est où si on fait un bilan, soyons ambitieux, européen et peut-être même mondial, est-ce que on émet moins de gaz à effet de serre quand même en tendance, ou est-ce qu'on est dans une phase de palier? À niveau mondial, on n'est pas sur une pente rassurante parce que après le choc Covid et malgré justement la crise de l'énergie, les émissions ont continué d'augmenter un peu moins vite qu'avant. Donc, dans les 2 dernières années, on a eu des augmentations des émissions de CO2 à niveau mondial entre 2 et 4%. Mais après, c'est à niveau géographique qu'on peut voir des différences très importantes. En fait, l'augmentation des émissions de CO2 est vraiment tirée par l'Asie, donc notamment l'Inde et la Chine. Surtout l'Inde est devenue vraiment un émetteur très très puissant. Si on regarde les émissions par tête, elles sont vraiment comparables à celles chinoises. Et après, on a les États-Unis. Et l'Europe? L'Europe, par contre, elle est en contre-tendance parce que globalement, nos émissions de CO2 ont diminué et fortement diminué. Donc après, donc là, on parle d'une diminution dans les dernières années de 35%. Et les secteurs qui a réduit le plus, c'est les secteurs de l'énergie. Mais après, il faut voir aussi quels sont les mécanismes qui expliquent cette baisse ou conversement une hausse. Et avec donc un continent asiatique, notamment l'Inde, les 2 géants chinois et indiens, vous nous le dites, qui sont dans une phase de croissance de leurs émissions. La Chine est quand même en train de faire basculer son modèle, on peut le dire. Il y a encore énormément de centrales à charbon, etc. Mais c'est devenu un champion mondial de l'énergie renouvelable, la Chine, aujourd'hui. C'est une question, est-ce qu'on est vraiment à un point de bascule? Oui, est-ce qu'ils ont atteint leur pic? On se pose beaucoup la question. Je pense que alors, l'essor des énergies renouvelables et aussi les efforts qui sont faits, alors quand on parle d'énergie renouvelable, on a vraiment un peu l'idée que c'est l'éolien, le photovoltaïque, donc plutôt l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Et après, il y a tous les problèmes de transport. Mais pour ce qui concerne l'électricité, c'est vrai qu'il y a quand même un effort important. Il y a aussi un très grand effort sur le transport, et c'est le premier marché des voitures électriques, qui est très lié aux problèmes aussi de santé, donc de pollution, qui font partie en fait des objectifs aussi des plans de réduction des émissions chinoises. Mais l'importance du secteur des renouvelables en Chine est très très liée aussi aux exportations. Donc il faut voir quel est parce que l'écart. La Chine l'État chinois avait misé sur une hausse de la consommation interne qui ne vient pas en fait. Il y a une sorte de pessimisme des consommateurs chinois. Il y a une stagnation parce que au moment où les plans de consommation d'énergie renouvelable a été décidés,
parce que là, effectivement, il y a des décisions qui sont vraiment très, très fortes, la croissance était plus élevée. Donc, la Chine croît beaucoup, mais un peu moins qu'on ne l'avait pensé. On va se concentrer sur l'Europe et sur la réglementation européenne. Vous dites ceci, on a tort de croire qu'abaisser les exigences de reporting donnera du temps aux entreprises. Évidemment, on va parler de ce recul sur notamment, pas seulement, mais notamment la CSRD, le bilan extra-financier qui finalement reste pour l'instant circonscrit aux très grandes entreprises, alors que ça devait, étape par étape, concerner toutes les entreprises jusqu'au PME. Vous dites quoi? Vous dites que c'est un recul majeur? Vous dites que en fait, les entreprises vont devoir y aller de toute façon? C'est ce que je comprends? Alors, la question du reporting extra-financier est un peu dans l'air, et même, je dirais un peu plus que dans l'air, dans les bilans des entreprises depuis très longtemps. Et enfin, en fait, les entreprises, ils y voyaient un objectif, parce que jusqu'à présent, ces reportings allaient alimenter essentiellement l'univers un peu... je ne dis pas vague, mais vaste, des engagements ESG, donc environnemental, sociétal et de gouvernance de l'entreprise, avec une très très forte hétérogénéité de comment cela est porté à l'intérieur de chaque unité de business. Ça permet de se comparer notamment. Voilà, là ils y voyaient quand même quelque chose. Enfin, du reporting qui est toujours déclaratif, ça permettait de effectivement pouvoir se comparer, éventuellement avoir aussi une pression sur les crédits, donc avoir des facilités à être financés dans leurs investissements. Donc ils commençaient à y voir quelque chose de positif. Et d'ailleurs, si je reviens à la question de la compétitivité, les entreprises qui font un bon reporting extra-financier, très souvent aussi ont des bons résultats financiers. Donc c'était un peu une dynamique qui a été coupée. Alors, à un niveau du législateur, mais je pense qu'on est vraiment sur une sorte de double attitude. Certaines entreprises qui croyaient vraiment, qui avaient commencé leur transformation, qui avaient demandé à être aussi certifiées avec des méthodes un peu, on va dire, universelles, ou qui font quand même un certain état de leur performance extra-financière, ils continuent à le faire. Parce que revenir en arrière, maintenant, c'est plus coûteux. Et il y a d'autres entreprises qui étaient sur le point de s'organiser, et ces entreprises-là, elles attendent. Est-ce qu'il était trop compliqué? Moi, j'ai beaucoup reçu d'entreprises qui disait 800 pages, on s'y perd, c'est trop, c'est vrai etc. qu'il y a eu un très grand... Ça a fait le bonheur d'un certain nombre de cabinets de conseil aussi, mais bon. Exactement, il y a eu un peu un marché ou un marchandage. C'est parfois, on dit toujours, les diables dans les détails, mais là, il y en avait un peu trop de détails. Beaucoup de détails, donc, prendre l'exercice au sérieux signifiait vraiment plonger dans un savoir-faire que les entreprises n'avaient pas. Est-ce qu'on aurait pu simplifier sans mettre un tel coup de frein? Je pense que oui. On aurait pu agréger un peu plus, parce que pour avoir une première photographie, on n'avait peut-être pas besoin d'autant de lignes dans les reportings CSRD. Alors, on va terminer sur cette question du bilan extra-financier sur une note quand même un peu positive. Il y a toujours la possibilité d'un volontariat pour les entreprises. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Une entreprise qui s'y est préparée, qui finalement n'est plus concernée par l'obligation réglementaire, elle va pouvoir le faire quand même. Oui, c'est un signal qu'elle donne. Et justement, dans les milieux de ce qu'on appelle la finance verte, ça reste quelque chose qui est important. Donc un moyen d'obtenir du financement aussi. Des financements aussi. Et aussi, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu et qui, pour l'instant, n'ont pas été touchés, comme par exemple la taxonomie verte, qui, de toute façon, fait partie de cette cohérence sur les verdissements des entreprises. C'est le fléchage des investissements européens, de l'Union européenne, vers un certain nombre de secteurs. C'est ça, ce qu'on appelle la taxonomie verte. Tout à fait. Et l'idée, c'est d'avoir un coût d'accès au capital qui est plus faible dès lors qu'on a un certain type d'investissements qui sont cohérents avec cet ensemble de règles de la taxonomie. Alors, si on parle de
réglementation. Il y a ce qu'on appelle l'ETS, l'Emission Trading System. Déjà, c'est quoi? De quoi on parle? C'est un système d'échange de quotas à polluer. Donc, un quota, c'est 1 tonne de CO2. Et l'Europe est un champion. C'est-à-dire qu'on est le premier, et c'est même pas un pays, on a un agrégat de pays à l'époque, quand le système a commencé, on parle de 2005, avec une phase préliminaire, à mettre en place un tel marché dans lequel les entreprises échangent ces quotas. Disons que c'est un système de réglementation qu'on appelle justement de marché, dans lequel la Commission européenne définit ce qu'on appelle un cap global, c'est-à-dire les volumes d'émissions qui sont acceptables en Europe sur les secteurs qui font partie de ces systèmes et qui couvrent en fait 70% presque des émissions européennes, notamment il y a dedans l'énergie. Et donc il y a un jeu d'échange entre les entreprises qui ont relativement plus de ces permis et les entreprises donc qui les mettent sur les marchés et les entreprises qui doivent les acheter. Et quand on parle du prix carbone européen, ça correspond justement à ces jeux de demande et offre qui aujourd'hui nous fait dire que voilà, la semaine dernière on était à quelque chose comme 80 € la tonne de CO2. Oui. Est-ce qu'il y a donc c'est un marché, donc est-ce qu'on est dans une phase haussière et est-ce que c'est un levier de transformation? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut que le prix du carbone augmente pour que l'économie se transforme? Certainement, si on veut atteindre l'objectif, parce qu'il y en a beaucoup d'objectifs européens de net zéro, c'est-à-dire que le volume des émissions qu'on peut émettre et à terme qui pourra être équivalent à ce qu'on peut stocker diminue. Donc si on a ces volumes d'offres qui diminuent, effectivement, les prix doivent augmenter. Et il doit augmenter non seulement on va dire aujourd'hui, mais il doit rester élevé parce que les fameux investissements pour décarboner ont vraiment besoin de cette trajectoire des prix qui les rassure, c'est-à-dire c'est qu'on fait pour décarboner et aussi rentable. On revient à la question de la compétitivité. Et la preuve de la, entre guillemets, réussite de ces marchés, vraiment les secteurs énergétiques européens, qui a baissé ses émissions. Même le secteur électrique, qui est on va dire, des grandes cibles de ces secteurs, a baissé ses émissions en très grande partie grâce à ces marchés. Donc ça fait du continent européen le continent le plus vertueux, entre guillemets, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on peut dire ça? En termes de cohérence entre cette réglementation, oui. Et les objectifs de l'accord de Paris. Après, le problème, c'est que les émissions européennes, si on fait un zoom à niveau mondial, c'est très petit. Donc on est très vertueux, mais sur un petit volume d'émissions. Il faut convaincre les autres. Alors, vous savez, il y a un principe dans cette émission. L'invité du Grand Entretien pose une question à celui ou celle qui lui succédera la semaine suivante. Et donc, c'est Stéphane Legentil, le directeur général de Sofiac France, qui vous pose cette question. On l'écoute. Bonjour Anna. J'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, nous, chez Sofiac, on aide à décarboner les entreprises. Et ce qu'on constate, c'est que le plus gros frein, c'est la procrastination. C'est l'entreprise qui va nous dire « Ah, mais j'ai le temps. Ah, mais on verra l'année prochaine. Ah, mais c'est pas une priorité. » Et donc, ma question, c'est est-ce que vous auriez des idées de comment on pourrait faire que les entreprises passent à l'action de manière plus efficace, plus rapidement? Voilà. Comment convaincre une entreprise de ne pas attendre? Alors, on va partir de l'idée que les politiques ne vont pas les faire, parce que ce sont les premiers qui ont la même attitude. Donc, il faudrait déjà convaincre les politiques à être plus cohérents. Ouais. Mais ça, j'ai l'impression qu'ils sont sur d'autres fronts. On est plutôt dans une phase oui. où la procrastination va durer encore un peu. Oui, bon. Et surtout que ces sujets-là sont un peu impopulaires. Donc, ils divisent, donc on ne va pas, on ne va pas y aller. En revanche, si j'ai... et c'est ce qu'on fait aussi dans nos chaires, dans lesquelles on a un dialogue continu avec nos mécènes, et on leur dit, imaginez le futur. Imaginez vos enfants, vos petits-enfants,
est-ce que vous voulez vraiment qu'ils vivent des crises continues avec des précipitations et qui deviennent quelque chose de vraiment quotidien, avec des canicules de plus en plus importantes, avec aussi des dépenses, parce qu'il faudra tout adapter. Donc, quand on personnalise les messages, quand on dit non, ce n'est pas les autres, c'est vous, c'est vos familles, c'est votre entreprise, il y a des risques qui sont des risques physiques dans les actifs que vous possédez. Je pense que cet élément un peu visuel peut être l'un des éléments de bascule. Alors, on va continuer de parler de réglementation. Il y a également le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Alors là aussi, il est rentré en vigueur, je crois, Cette année. En début d'année. Hein. Peut-être on peut expliquer en quelques mots de quoi il s'agit, pour commencer, si vous voulez bien, Anne Créty. Et puis ensuite, vous nous direz si c'est efficace ou pas. Alors, on venait de le dire tout à l'heure, l'Europe a des très fortes réglementations, on compte peu, mais vous avez justement conclu en disant il faut convaincre les autres. Alors, comment convaincre les autres, sachant que, on importe beaucoup. Ouais. Bon, la France, typiquement, c'est un pays dont la balance commerciale montre, en fait, ces flux d'importation. Et le problème, c'est que notre marché, c'est un marché européen, donc on ne peut pas contrôler le contenu carbone des importations. Mais ce que j'appelle la philosophie de la Commission européenne est celle de dire... avec les marchés carbone dont on parlait, on a les émissions directes et celles qui sont liées à l'énergie. Mais après, il y a les émissions qui viennent des achats. Donc, comment il faut faire pour avoir aussi un approvisionnement dans les biens qu'on importe qui respecte en fait les règles qu'on est en train de mettre en Europe. Ouais. Donc, l'idée, c'est de dire que quelqu'un qui importe doit être, entre guillemets, doit comparer les contenus des importations en disant attention, s'il y a du carbone que j'importe, il doit être aussi payé. Ouais. Et donc l'idée c'est de dire qu'on impose en fait les mêmes contraintes que l'on produise en Europe ou que l'on importe. Tous les secteurs qui sont dans les marchés carbone ne sont pas inclus dans la réglementation pour l'instant d'ajustement aux frontières. On a passé des années à rendre ces mécanismes compatibles avec les règles du commerce international. Et ceci me fait un peu mal au cœur parce qu'il y a quelqu'un qui, après, du jour au lendemain, va enfreindre ces règles du commerce international. Il ne se pose pas la question. Mais en tout cas, le mécanisme tel qu'il est ne pourra pas être revendiqué par les pays tiers comme quelque chose qui est abusif. Donc on a vraiment le consensus aussi des pays desquels on importe. Et donc, il y aura un prix qui dépend en fait de notre prix du marché carbone, qui va permettre en fait de dire s'il y a du carbone qu'on importe, il ne va plus être gratuit. Et donc, est-ce que c'est une forme de protectionnisme ? Alors, non, parce que justement, il y a toujours le choix on peut toujours importer. Oui. Donc, il n'y a pas de forme de, quota d'importation, etc., ou d'exportation d'ailleurs. Donc, les commerces vont continuer à exister, sauf que cela va avoir quand même un impact sur, notamment, les revenus des pays à partir desquels on importe. Et pour l'instant, on a plutôt des formes un peu de simulation, comme vous venez de le dire. Les marchés commencent. Et la question, c'est de dire, mais finalement, qui va payer ces prix carbone ? Très souvent, ce sont des pays avec lesquels il y a une forte relation commerciale. Malheureusement, il ne s'agit pas de pays riches. Ouais. Donc, il y a un impact qui va être ressenti dans de nombreux pays qui sont dans les sud global. Et aussi dans nos voisins, les premiers impactés vont être la Turquie et les Royaumes-Unis. Avec, ça rejoint les enjeux d'accords de libre-échange, celui avec les pays de l'Amérique du Sud. Il y a un accord qui est en train d'être signé avec l'Inde. La situation géopolitique les rend encore plus, comment je peux dire ça, indispensables à l'économie européenne, ces accords de libre-échange ?
Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un moment où on a reconnu les faiblesses en termes de souveraineté qui dépendent des chaînes d'approvisionnement. Oui. Mettre un prix carbone dans des importations, sachant que les importations sont très souvent l'élément premier, typiquement, ça va se ressentir dans l'automobile, dans les biens de grande consommation comme les machines à laver qui contiennent de l'aluminium, qui est un des secteurs sujets à cet ajustement, les ciments. Donc, ça va quand même avoir un impact. Donc, est-ce que cela implique une plus forte exposition aussi à cette vulnérabilité géopolitique? De fait, je pense que l'impact de ces prix carbone reste relativement moins important par rapport à d'autres leviers qui sont, in fine, un peu plus exposés déjà aux tensions géopolitiques. Ouais. Est-ce que c'est un moyen d'éviter, de freiner les délocalisations? C'est l'un des objectifs. Donc l'idée de cette réglementation carbone, c'était il y a des secteurs qui sont ouverts à la concurrence dans les marchés ETS. Donc il y a l'énergie qui ne l'est pas parce que l'énergie est produite et consommée sur place. Une très grande partie. Mais justement, ces secteurs qui sont les secteurs industriels sont beaucoup plus ouverts. Et de fait, on a certains secteurs où vraiment en Europe, on a eu une baisse progressive de notre production et les plus importants dépendent vraiment des importations. Donc, la question, c'est aussi est-ce qu'on veut réindustrialiser et à quel coût? Donc c'est vraiment un cas où, si on revient à notre problème de la compétitivité, ça devient un instrument de politique industrielle aussi bien que de politique climatique. Ces mécanismes d'ajustement aux frontières. Et ça, c'est assez nouveau, en fait, à niveau un peu de notre conception de l'espace économique européen. Ouais. L'Europe qui s'est construite comme un espace économique et avec une philosophie qui est quand même assez libérale ou en tout cas libre-échangiste, on peut dire ça. Est-ce que cette philosophie-là, très libérale, elle est en train de changer? Pour se protéger, hein. Je pense que encore une fois, toutes les réglementations qui ont été accélérées après la guerre de l'énergie ont remis ces problèmes de la souveraineté comme l'un des principes qui accompagne celui de la compétitivité, du libre-échange et de la décarbonation. Est-ce que c'est la fin d'une forme d'angélisme européen? Vous voyez ce que je veux dire? De naïveté? Alors, si on regarde les textes, ça n'a jamais été une forme d'angélisme, c'est-à-dire que depuis 20 ans, il y a des textes sur sécurité d'approvisionnement, sur ceci, cela. Le gaz était aussi l'objet d'énormément de règles et directives, mais on les avait oubliées. Parce qu'on était plus justement sur l'idée, les forces économiques sont telles que ça va bien se passer. La Russie, c'est complexe, on dépend de leur gaz, mais ça va bien se passer. Et donc là, on a pris une claque. On a vu que ça peut très mal se passer. Ouais. Et donc, on a ces principes qui étaient, encore une fois, sur le papier, qui maintenant deviennent des éléments sensibles aussi pour les politiques. Et justement, nos politiques, autant ils sont devenus imperméables aux questions carbone, autant ils endossent ces problèmes de souveraineté. Donc, après, si c'est un moyen de faire rentrer par la fenêtre, c'est qui ne rentre pas par la porte, donc d'avoir aussi quelque chose qui peut être utile pour le climat, pourquoi pas. Merci beaucoup Anne Créti et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Notre rubrique Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Pierre Bellagambi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous avez créé Kista en 2014, vous êtes basé dans le sud, près de Salon de Provence. C'était quoi l'idée de départ? L'idée de départ, c'est que moi je suis natif d'Arles et on a beaucoup de moustiques à Arles. Et je suis aussi né avec les problématiques du moustique, mais aussi les solutions parfois dangereuses pour l'environnement, donc pesticides et larvicides. Et à ce moment-là de la partie, on usait beaucoup de pesticides pour lutter contre le moustique et on voyait un déclin de la faune insectivore. Et donc, j'ai mis au point, donc il y a plus de 10 ans maintenant, un piège qui avait vocation à protéger les espaces urbains pour remplacer les larvicides et les Alors, pesticides. comment il marche ce piège? On va commencer par ça. Bien sûr.
Donc c'est un piège qui va simuler la respiration de l'être humain. Donc lorsque vous respirez, vous attirez les moustiques parce que ce phénomène respiratoire va signifier le fait que vous avez du sang chaud et c'est le point commun de tous les mammifères. Donc on va simuler la diffusion d'un être humain lorsqu'il respire au niveau des molécules CO2, des acides et puis la femelle moustique va être attirée par cela et une fois qu'elle sera à proximité, on va l'aspirer et l'empêcher de pondre ses 300 œufs toutes les 48 heures. Et le challenge c'était d'être assez impactant sur de grandes distances parce qu'on devait travailler dans des zones urbaines et plusieurs études scientifiques ont démontré qu'on arrivait à capter le moustique jusqu'à 60 mètres, donc du coup à faire réduire les taux de piqûre jusqu'à 60 mètres autour de l'appareil. Alors on va rappeler, même si je pense qu'il y a pas mal de téléspectateurs, téléspectatrices qui le savent, pourquoi les moustiques femelles, ce sont elles qui piquent, c'est ça tout simplement ? Exact, oui, c'est ça. Uniquement les femelles nous piquent parce qu'elles ont besoin d'un apport en protéines pour porter à maturation leurs œufs. Donc elles vont se nourrir de pollen, pourquoi pas, mais vraiment l'apport en protéines vient de notre sang. Le mâle, lui, n'aura pas besoin de cet apport en protéines, donc il va se nourrir et se reproduire uniquement. Qui sont vos clients ? À qui s'adressent les solutions Kista en fait ? Alors, si vous vous faites piquer, vous nous intéressez. Parce qu'il n'y a pas seulement le piège, c'est ça ? Exactement. En fait, le B2C, B2B, B2G, nous avons toute forme de clientèle. On peut avoir donc le particulier qui souhaite protéger son jardin pour éviter que ses enfants et sa famille se fassent piquer, mais aussi des collectivités qui peuvent être des villes ou des États qui souhaitent protéger des zones d'intérêt. Alors on a des écoles, des maisons de retraite, mais aussi des places de marché. Et donc ces clients, on va les retrouver dans 37 pays aujourd'hui qui vont pouvoir utiliser nos produits pour protéger leurs concitoyens sans utiliser de pesticides. Donc il n'y a pas seulement les pièges à moustiques, c'est ça, si je comprends bien ? Exact. Il y a donc les bornes anti-moustiques qui vont être déployées dans des endroits vraiment spécifiques qu'on aura étudiés auparavant en fonction de la vie du moustique, mais aussi sont adossés à cela, pour certains usages, une technologie qui va nous permettre de faire du monitoring. Donc le principe est d'avoir des capteurs optiques qui vont détecter les insectes qui passent. On a un taux de sélectivité assez élevé, mais on va être capable de dire si on a un insecte petit, vous savez, on a des mouches parfois qui vous mordent, qui vous font des dégâts, qui sont aussi intéressés par la respiration. Donc, le système discrimine. Je capture un petit insecte type moucheron ou un moustique, et ensuite j'envoie ces rapports sur un dashboard. Et nous avons, par exemple, à Abu Dhabi, 800 pièges qui sont déployés, et le ministère de la Santé est en capacité de voir dans quel quartier sont les taux de capture les plus élevés, et donc dans quel quartier il y a une nuisance moustique élevée, et dans quel quartier ils doivent agir en priorité. On n'imagine pas forcément le côté connecté d'une technologie, une solution comme la vôtre. C'est assez récent d'avoir intégré l'Internet des objets dans vos solutions ? On a commencé cela dans les années 2000. On passait par des techno infrarouge. Là, on est passé sur une computer vision où on a un petit ordinateur qui pilote une caméra qui va un petit peu plus loin dans l'analyse. Alors, c'est venu naturellement parce que le moustique est un insecte qui tue. Et c'est l'insecte même c'est l'être vivant sur Terre qui fait le plus de ravages chez l'homme. Donc, on a 800 000 décès chaque année. Sur ces 800 000 décès, c'est 90% d'enfants entre 0 et 5 ans. C'est souvent le paludisme ou la dengue qui en sont les responsables. Et puis, c'est 2,5 milliards de personnes qui sont malades et infectées à cause du moustique. Donc, le monitoring était un outil intéressant dans cet aspect de lutte antivectorielle qui permettait aux autorités de cibler géographiquement les priorités d'action. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu créer des IoT. Merci beaucoup Pierre Bellagambi et bon vent à Kista. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Merci de votre fidélité à Be Smart for Change. Je voudrais remercier Nathalie Croiset, coordinatrice éditoriale, Alexis Mathieu à la prod. Le réalisateur, c'est Loïc Allègre et au son, Fabien Boucnog. Belle journée.